je vais vous montrer comment garder le plus d'argent dans vos poches et comment réduire vos impôts au maximum. Donc, je vais vous parler rapidement du REER et du CELI, mais je vais aussi vous montrer comment éviter légalement de cotiser au régime des rentes du Québec. Et pour finir, je vais expliquer une mécanique pour générer des liquidités non imposables avec un contrat d'assurance vie. Et ce qui est triste avec ça, c'est que la majorité des gens ne connaissent pas des outils qui sont parfaitement légaux et qui peuvent faire une grosse différence sur l'impôt qu'ils payent à la fin de l'année. Et non, je parle pas de fraude ni de travailler au noir pour contourner les lois. Je vous parle de jouer avec les vraies règles du système fiscal au Québec, comme le font les plus fortunés et les grosses compagnies. Et si je vous parle de ça, c'est que dernièrement, j'ai vu un article dans le Journal de Montréal qui expliquait que Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada, ils surveillent le monde qui vendent du stock sur Marketplace. Donc, si tu as fait 40$ de profit en vendant des cossins sur Marketplace, t'es mieux de le déclarer parce que sinon, les autorités fiscales vont te tomber dessus comme si t'étais Pablo Escobar. Et pendant ce temps-là, les gouvernements, ils tolèrent que des multinationales déplacent leurs profits dans des paradis fiscaux et qui exploitent, dans le fond, toutes les failles du système pour arriver à payer le moins d'impôts possible. Mais de l'autre bord, quand Jocelyn fait 500$ de profit en revendant une voiture sur Marketplace, ça, c'est une menace pour l'ordre fiscal du Québec. Et pendant qu'il y a des fonctionnaires qui mettent du temps et de l'énergie à traquer les ventes de micro-ondes usagées sur Facebook, de l'autre bord, il y a le gouvernement du Québec qui, lui, il a réussi à dépenser plus d'1 milliard de dollars pour l'implantation de SACLIC. Tu sais, le système qui plante à chaque fois que tu veux prendre un rendez-vous puis qui te force à faire la file d'attente dehors en plein mois de février. Mais ça c'est correct, c'est pas grave, c'est de l'argent public. Et c'est exactement pour ça que je veux vous montrer comment vous placer du bon bord du système fiscal. On s'entend là, il n'y a rien d'illégal dans ce que je vais vous dire. Là. Je ne vais pas vous expliquer comment aller cacher de l'argent aux îles Caïmans. Je vais vous parler de vraies stratégies qui sont permises par la loi, mais qu'il n'y a pas bien de monde qui connaissent ou qui utilisent de façon stratégique. Et pour commencer, on va faire un petit retour en arrière dans le temps. Il faut savoir que l'impôt sur le revenu au Canada, ça a été introduit en 1917 et à la base, c'était supposé être une mesure temporaire pour aider à financer la participation du Canada à la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, à l'origine, ça s'appelait la loi de l'impôt de guerre sur le revenu. Mais comme souvent avec le gouvernement, des mesures temporaires qui augmentent les recettes fiscales, la plupart du temps, ces mesures-là deviennent permanentes parce que après ça, l'État, ils peuvent plus s'en passer. Encore aujourd'hui, les particuliers sont taxés selon un taux d'imposition progressif, c'est-à-dire que plus tu gagnes d'argent, plus le pourcentage que tu donnes au gouvernement augmente. Et pendant ce temps-là, les sociétés par action, ce qu'on appelle des compagnies, eux autres, ils payent un taux fixe sur leurs profits. Au Québec, une petite moyenne entreprise, une PME, ça paye environ 20% d'impôts combinés, donc fédéral-provincial, sur les premiers 500 000 $ de bénéfices. Donc, si on compare ça avec un particulier qui gagne 150 000 par année, son taux d'imposition marginale, dans ce cas-là, il dépasserait 47%. Là. Donc, on voit tout de suite qu'est-ce qui est avantagé par le système fiscal. Et pourquoi c'est fait comme ça? C'est que, d'une part, le gouvernement veut encourager la création d'entreprises parce qu'une compagnie, ça crée des emplois, puis ça stimule l'économie en offrant des produits et services aux consommateurs. Et d'autre part, le gouvernement n'a comme pas le choix d'offrir un taux d'imposition plus avantageux aux entreprises pour favoriser l'investissement et surtout pour éviter que les compagnies ils se délocalisent vers des pays qui ont un système fiscal plus avantageux. Encore là, ça ne veut pas dire que les compagnies ne le font pas, c'est juste que c'est un processus qui est quand même complexe. Donc, en donnant un taux d'imposition un petit peu plus avantageux, ça dissuade du moins les petites moyennes entreprises de le faire. Et ce que ça veut dire pour les travailleurs autonomes, c'est que si tu es capable de t'incorporer, si ça vaut la peine financièrement, là, donc selon les revenus que tu génères, tu peux jouer à un autre jeu fiscal parce que
l'imposition pour les particuliers versus l'imposition pour les sociétés, c'est vraiment pas la même game. Donc, en générant des revenus dans ta compagnie, ben, tu peux te verser juste ce que tu as besoin cette année-là. Là. Parce que contrairement aux salariés ou aux travailleurs autonomes qui travaillent comme entreprise individuelle, tu n'as pas le choix de tout te verser ton salaire et de payer l'impôt et les cotisations sociales sur 100% de ton revenu annuel. Tandis qu'avec la société par action, ce qui est intéressant, c'est que l'argent que tu laisses à l'intérieur des comptes de ton entreprise, ben, ce sont des bénéfices et ils sont imposés à seulement environ 20%. Donc, demandez-vous pas pourquoi les médecins au Québec sont tous incorporés. Donc, ils fonctionnent sous la forme d'une société par action. Puis c'est comme ça qu'ils vont générer leurs revenus parce que fiscalement, c'est beaucoup plus avantageux. Et une autre option que tu as avec une incorporation, c'est que tu peux décider de te verser des dividendes au lieu d'un salaire. Donc, quand tu te rémunères sous forme de dividendes, ben, tu ne payes pas de cotisation au régime des rentes du Québec, ni au RQAP, et tu n'es pas obligé non plus de payer de l'assurance chômage. Donc, au net, avec le crédit d'impôt fédéral sur les dividendes, mais tu te retrouves avec plus d'argent dans les poches après impôt, même si ta compagnie paye de l'impôt sur les bénéfices puis que toi, tu en payes également au personnel. Mais évidemment, si tu fais ça, si tu optes pour des versements de dividendes, ben, tu mets une croix sur les rentes que tu pourras recevoir plus tard en te versant un salaire et en cotisant au régime des rentes du Québec. Mais pour moi, le RRQ, c'est pas l'idée du siècle pour ce qui est de garantir votre succès financier pour votre retraite. Au fait, ça vaut la peine que je fasse une petite parenthèse sur le RRQ. Donc, le régime des rentes du Québec a été lancé en 1966 et le concept est simple. Les gens qui travaillent aujourd'hui, ils financent les retraités actuels, donc ceux qui sont à retraite présentement. Sauf que là, il y a un gros problème qui se dessine à l'horizon parce qu'il y a de moins en moins de travailleurs pour chaque nouveau retraité. Initialement, quand ils ont introduit le RRQ à la fin des années 60, il y avait 7 travailleurs pour chaque retraité au Québec. En 2025, on est rendu à 3 travailleurs pour chaque retraité, sauf que là, avec la génération de baby boomers qui s'en vont bientôt à la retraite, plus le fait que le taux de natalité au Québec est en chute libre depuis des années, ben on va finir par manquer de travailleurs pour financer les rentes des retraités, ce qui veut dire que soit ils vont devoir fortement augmenter les cotisations obligatoires, ou soit ils vont devoir réduire les rentes dans le futur. Mais dans les deux cas, ça pénalise les futures générations. Comme je vous dis, ça a quand même des allures d'un système de Ponzi, c'est-à-dire que le régime des rentes du Québec il fonctionne à condition qu'il y ait toujours plus de monde qui paye les cotisations. Parce que ce que tu payes aujourd'hui, c'est pas pour toi dans le futur, c'est pour payer les rentes des retraités actuels. Donc, étant donné que je pense qu'on va finir par manquer d'argent ou que tout simplement le rendement implicite du régime des rentes du Québec n'est pas attrayant pour les plus jeunes générations, bien, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'éviter les cotisations obligatoires au régime des rentes du Québec en me versant des dividendes au lieu de me verser un salaire. Encore là, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui peut s'incorporer demain matin non plus, mais même si vous êtes salarié ou travailleur autonome, vous avez d'autres manières de payer moins d'impôts et honnêtement, vous n'avez pas le choix d'utiliser tous les outils à votre disposition pour réduire votre facture fiscale parce que dans la vie, vous êtes toujours pogné avec un associé qui prend zéro risque et qui ramasse toujours sa part quand vous faites de l'argent. Et vous l'aurez deviné, je parle ici du gouvernement. Donc, si vous lancez un projet ou vous décidez d'investir dans quelque chose et que vous perdez tout votre cash, ben c'est plate, mais c'est vous qui devez assumer 100% des pertes. Mais de la minute que ça marche puis que tu fais un peu d'argent, ben là, il faut que tu partages tes gains. Tu veux un actif plus cher que tu l'as payé, excluant votre résidence principale, ben le gouvernement va t'imposer sur la moitié de ton profit. Donc, on peut se plaindre que le système est injuste, mais ça ne changera rien. Au lieu de ça, la première place que vous devriez regarder pour mettre du cash à l'abri de l'impôt, c'est du côté de vos placements. Évidemment, il y a le classique REER, c'est-à-dire que tu cotises, tu réduis ton revenu imposable parce que les cotisations sont déductibles d'impôts et tu peux même cotiser dans le REER de ta conjointe, ce qui permet d'équilibrer les revenus à la retraite et de sauver également de l'impôt du point de vue du couple, là, du ménage. Et comme vous le savez, plus votre taux d'imposition marginal est élevé, plus ça vaut la peine de cotiser au REER parce que théoriquement,
quand tu vas sortir les fonds à ta retraite, ben ton revenu va être plus bas, donc ton taux d'imposition aussi. Ce qui veut dire qu'en cotisant aujourd'hui à ton REER et en reportant l'impôt à plus tard, ben ça a été fiscalement avantageux. Encore là, je mets un petit bémol là-dessus parce que c'est conditionnel à ce que le gouvernement ne vienne pas booster les taux d'imposition des particuliers rendus à votre retraite. Et là, vu l'état des finances publiques, pour moi, rien n'est impossible. Donc, encore là, c'est un scénario un peu farfelu, mais ça pourrait arriver. Sinon, il y a le CELI, qui est pour moi le meilleur compte d'investissement pour faire fructifier votre argent sur le long terme sans jamais devoir payer une scène d'impôt sur n'importe quelle forme de revenu de placement que vous allez faire. Que tu génères 10 ou 200% de rendement, c'est net dans tes poches. Que tu ramasses 2% d'intérêt ou 6% en dividendes, c'est toujours non imposable. Et ça fait en sorte que je pense que les gens sous-estiment la puissance du CELI sur une période de 25-30 ans. Et justement, au sujet du CELI, ça fait à peu près un mois qu'il est impossible de voir vos droits de cotisation sur le site web de l'Agence du revenu du Canada. Donc, il y a du monde qui ne sont pas capables de savoir si cette année, ils peuvent cotiser ou non sans dépasser le plafond maximal des cotisations. Parce que dans le cas où tu le dépasses, bien, il y a une pénalité de 1% par mois sur les montants excédentaires. Donc, c'est un risque considérable. Si tu mets 5-10 000 $ de plus, ça commence à être fatigant. Donc, il faudrait peut-être que l'ARC, l'Agence du revenu du Canada, lâche le monde sur Marketplace et se penche un peu sur leur système informatique à l'interne. Question que les gens puissent savoir s'ils peuvent cotiser à leur CELI ou non. Et pour finir, je vais vous parler d'une mécanique qui est peu connue pour la classe moyenne, mais qui est souvent utilisée par le monde un peu plus fortuné. La stratégie est basée sur un contrat d'assurance-vie permanente avec valeur de rachat. Et l'idée, c'est que vous payez une prime à chaque mois et à votre décès, l'assureur y verse le montant pour lequel vous êtes assuré. Ça, c'est la partie que tout le monde connaît. Par contre, il faut savoir qu'au fil du temps, il y a la valeur de rachat qui augmente et vous pouvez vous servir de cette valeur de rachat-là pour contracter un prêt avec soit votre assureur ou votre banque. Et dans le fond, l'institution financière va se servir de votre contrat d'assurance-vie comme garantie et vous pourrez à ce moment-là emprunter jusqu'à 90% de la valeur de rachat qui est accumulée dans votre contrat. Donc, mettons qu'après 15 ans, la valeur de rachat de votre assurance-vie est rendue à 200 000 $, bien, vous pourriez emprunter à une institution financière l'équivalent de 180 000 $ et du fait que c'est un prêt qui est considéré comme garanti, du fait que c'est votre contrat d'assurance qui sert de garantie, bien, le taux d'intérêt est relativement bas. Et en faisant ça, ça vous permet de 1, d'obtenir un prêt sans jamais devoir le rembourser de votre vivant. En fait, à votre décès, la banque va juste se payer en priorité avec le montant d'assurance, puis le reste va aller à vos héritiers. Et de 2, étant donné que c'est un prêt, c'est une dette, là. Donc, logiquement, ce n'est pas du revenu imposable. Donc, vous pouvez comprendre qu'avec ce type d'assurance-là, vous pouvez obtenir des liquidités de votre vivant sans jamais avoir à payer de l'impôt là-dessus et sans jamais avoir à rembourser la somme non plus, parce qu'il est également possible de capitaliser les intérêts, c'est-à-dire que les intérêts, ils s'ajoutent au solde de votre prêt, ce qui veut dire que de votre vivant, vous n'auriez même pas besoin de payer les intérêts. Et cette stratégie-là d'emprunter sur la valeur de rachat de son contrat d'assurance-vie permanente, elle porte bien son nom, ça s'appelle la stratégie Buy, Borrow, Die, qui est en français achète, emprunte, meurt. Et comme je vous dis, c'est une mécanique qui est souvent utilisée par les plus fortunés du fait que tu te retrouves avec une certaine valeur de rachat au fil du temps, puis que avec ça, tu vas te financer sans payer de l'impôt, sans devoir payer des intérêts. Évidemment, tu peux te servir de cette somme-là pour faire de l'investissement en bourse, de l'investissement immobilier ou tout simplement comme une autre source de revenus. Mais bref, on ne peut pas dire que le système fiscal au Québec est nécessairement juste ou équitable, mais au moins il est prévisible. Ce qui veut dire que si on connaît les règles du jeu et les possibilités qui s'offrent à nous,
au moins, on peut prendre des décisions stratégiques pour venir réduire les impôts qu'on doit payer. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé le contenu intéressant. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à suivre le podcast ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et sinon, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.